Bonjour à tous et à toutes. Nous avons été heureux d'accueillir le jeudi 11 mars 2021 Denis Ségrestin, professeur émérite. Il a enseigné au Centre de sociologie des organisations à l'Institut d'études politiques à Paris. Celui-ci est intervenu dans le cadre d'une conférence en sociologie, s'inscrivant dans notre cycle Les grandes figures contemporaines. Cette conférence traite des paradoxes de l'école française des organisations à travers Michel Crozier. Laissons place dès maintenant à cette intervention. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Merci beaucoup pour cette introduction. Je pense qu'il est inutile que je me présente longuement. Vous avez dit que j'étais membre du Centre de sociologie des organisations, qui est on va y revenir, le centre de recherche créé par Michel Crozier il y a plus de 50 ans maintenant. Mais je ne suis pas un historique du CSO. J'ai eu une partie de ma vie professionnelle en tant qu'enseignant et chercheur avec Jean-Daniel Reynaud, qui pourrait faire partie du groupe fameux que vous venez d'évoquer, même s'il est plutôt moins connu et plus discret. J'ai travaillé avec lui pendant 20 ans au Conservatoire national des arts et des métiers, avant d'être affecté à Grenoble, puis de revenir à Paris, d'être nommé à Sciences Po, où j'ai rejoint le CSO. Et ça remonte au début des années 2000, disons. Donc, je connais bien l'équipe de CSO depuis très longtemps, mais je l'ai rejointe relativement récemment, il y a une quinzaine d'années, disons. Voilà. Et alors, je vais donc, si vous voulez bien, partager l'écran de façon à vous proposer de faire en sorte que mon intervention soit guidée par une présentation PowerPoint qui est peut-être un peu lourde, un peu chargée, mais on essaiera d'en tirer le meilleur parti. Est-ce que je vais réussir à la... Oui, voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Vous voyez là? Oui, très bien. Alors voilà. Je reviendrai sans doute sur les paradoxes de l'école française de sociologie des organisations. Je vais commencer, si vous le voulez, par d'abord vous proposer un plan avec des choses qui seront plus ou moins importantes. Il y a, disons, des éléments de contexte qui sont notamment ce qui ressort du point 1 et aussi jusqu'à un certain bout du point 2. Le point central pour moi, c'est le point 3. La sociologie des organisations, c'est une sociologie de l'action. C'est pour arriver un petit peu sur le fond et de voir les propositions scientifiques centrales de Michel Crozier. Et puis, voilà, pour moi, c'est le point 3 qui sera central. Le reste est en manière d'introduction pour le point 1 et 2. 4 et 5, c'est un petit peu l'aval, en quelque sorte. Et des réflexions, le point 5, c'est, si j'en ai le temps, des réflexions plus générales, une prise de recul personnelle par rapport à ce qu'a apporté Michel Crozier dans le champ scientifique, mais pas seulement dans le champ scientifique. Michel Crozier était aussi un homme qui a une grande notoriété publique et dont la notoriété a dépassé de beaucoup le monde scientifique. Il a eu je reviendrai, vous voyez apparaître déjà tout de suite le fait que, outre les ouvrages scientifiques, il y a une production très abondante qui est plutôt de type grand public, il faudrait mettre des guillemets, et qui est à certains égards la plus connue, tout à fait naturellement. J'y reviendrai, même si je réserve ça pour le dernier temps de l'intervention et dans la mesure où j'en aurai le temps. Alors, quelques mots aussi préliminaires à propos d'une présentation plus générale que j'intitule « Itinéraire d'un entrepreneur scientifique », c'est mon premier point. Je voudrais insister sur cette idée que nous avons affaire à un entrepreneur scientifique. C'est un grand scientifique, mais c'est aussi un chercheur qui a beaucoup, comment dire, j'allais dire bourlingué dans les institutions, qui a créé un laboratoire, et pas seulement un laboratoire, je vais y revenir tout de suite. Alors, en préliminaire, un curriculum vitae, si j'ose dire, qui qui couvre pas l'ensemble de la vie de Crozier, qui s'arrête à la cinquantaine approximativement, oui, puisqu'il est né en 1922, et ce que vous avez sous les yeux va jusqu'à 1974, c'est, disons, jusqu'à l'arrivée à la maturité et l'installation de Crozier au Centre de sociologie des organisations, qu'il avait créé d'ailleurs plus tôt.
Je vais y revenir. Alors, vous voyez les caractéristiques, je ne vais pas m'arrêter là-dessus trop longtemps. Vous voyez, on peut caractériser la personnalité de Crozier en faisant observer qu'il a un profil un tout petit peu atypique. Si vous regardez, si on compare, on rapproche le Crozier de Touraine, Bourdieu, c'est un petit peu autre chose, mais de personnalités de cet ordre, je pense notamment à Touraine, qui est une comparaison assez facile à faire. Mais ce sera aussi le cas de Jean, je pense à Jean-Daine Reynaud, que je connais très bien et que j'ai cité tout à l'heure. Eh bien, Crozier a un profil un peu différent parce que aussi bien Touraine que Reynaud, parmi beaucoup d'autres, ont fait normal sup, ont commencé leur vie dans le champ de la philosophie plutôt. Hein. Et il se trouve que Crozier n'a pas ce profil-là. Il a fait des études très jeune qui l'ont amené à HEC. Puis ensuite, après avoir commencé une vie de chercheur, très jeune, il a passé un doctorat en droit. Il a donc un profil un tout petit peu atypique. Atypique aussi pour une raison qui apparaît tout de suite dans les quelques lignes que vous avez sous les yeux, qui est que Crozier a beaucoup séjourné a été lancé par des séjours qu'il a fait aux États-Unis de façon très précoce et à l'occasion d'une bourse, d'une part, qu'il a obtenue des services culturels du ministère des Affaires étrangères. C'était l'époque où les jeunes chercheurs ambitieux pouvaient décrocher comme ça des opportunités, notamment du fait qu'on était dans la période, un peu plus tard en tout cas, de la mise en implication du plan Marshall, de l'après-guerre, où il y avait d'ailleurs peu de concurrence sur le marché de la recherche en sciences sociales, et où les jeunes talentueux et qui en voulaient et qui étaient débrouillards aussi pouvaient obtenir les moyens de voyager aux États-Unis. Crozier l'a amplement fait, il a beaucoup séjourné aux États-Unis et très précocement, puisqu'il a préparé une thèse qui l'a amené aux États-Unis. Il travaillait au départ sur les syndicats américains. Il avait une sensibilité pro-syndicale au sens européen du terme. Il s'intéressait à l'état du syndicalisme américain, y compris d'un point de vue politique, c'est de sensibilité politique. Et c'est une chose un petit peu particulière qui marque le début de son parcours. Après, il va évoluer pour devenir plutôt un libéral, comme on dit. Il intègre le CNRS après cette expérience américaine et après la soutenance de sa thèse, très jeune, il a 30 ans. Il séjourne à plusieurs reprises aux États-Unis dans le cadre d'invitations qui lui sont faites et d'un soutien qui lui ont proposé ici par la Fondation Ford notamment. Vous voyez aussi qu'un élément un petit peu inattendu, Crozier passe à Nanterre, j'allais dire, est nommé professeur à Nanterre en 1967. Il y reste peu de temps. Il a vécu une expérience un petit peu difficile pour une raison qui s'explique, c'est un élément de contexte, c'est qu'il est arrivé à Nanterre dans le contexte de 1968. Et vous voyez ce que ça connote. Il se trouve que Crozier a été très présent, très actif dans ce contexte, mais en même temps, c'est comme si, je vais le dire un petit peu sommairement ou très sommairement, il a craqué. Il n'a pas voulu s'installer dans cette position qui lui paraissait trop difficile et pas conforme à sa vocation, en quelque sorte. Il était au CNRS, il est retourné au CNRS, il a fait de nouveau des voyages aux États-Unis. On lui a même proposé de devenir titulaire d'un poste à Harvard, et il a refusé pour revenir en France et se consacrer au labo qu'il avait créé quelques années plus tôt, le Centre de sociologie des organisations. Ce qui n'a pas empêché de retourner à plusieurs reprises aux États-Unis, très souvent aux États-Unis par la suite, comme vous voyez ici à propos de l'allusion à un séjour qu'il a fait en 1974. Il en a fait beaucoup d'autres après. Alors, entrepreneur scientifique, je voulais ici mentionner, donc souligner l'importance qu'a eu dans cette prime existence scientifique la création du Centre de sociologie des organisations, qui existe toujours, et dans lequel j'ai l'honneur de figurer encore. Ici, je ne vais pas insister, mais apparaît le fait qu'il y a eu différentes marches, seuils franchis et qui ont conduit à la création un peu stabilisée du CSO, Centre de sociologie des organisations. La première initiative qui a été prise par Crozier, c'est de créer une association qui a donné lieu à la naissance d'un centre de recherche de sociologie administrative. Et ensuite, peu à peu, par des étapes, quelques étapes sur lesquelles je ne vais pas il n'est pas utile d'entrer dans les détails maintenant,
le Centre de sociologie des organisations a été créé pour de bon au début des années 70, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a vraiment 50 ans, et d'ailleurs, on a fêté les 50 ans il n'y a pas si longtemps. Le CSO est une équipe qui du fait du caractère entreprenant de l'activité de Michel Crozier, s'est très vite rapproché de Sciences Po, de l'Institut politique de Paris, jusqu'au point où, dans les années 90, le CSO a quitté son statut de ce qu'on appelle l'unité propre, c'est l'unité à 100% du CNRS, qui est d'ailleurs assez exceptionnel dans les sciences sociales, pour devenir ce qui est plus logique, plus conforme aux normes des sciences sociales dans le milieu des CNRS, une unité mixte qui est à la fois partenaire du CNRS et de Sciences Po. Alors, aujourd'hui, je signale que ce labo vit toujours, et sur le portail de la rue Amélie, on voit toujours le nom de Crozier, fondateur Michel Crozier. Aujourd'hui, 30 chercheurs environ, 30 doctorants environ, qui sont accueillis physiquement, d'ailleurs, dans les locaux, ce qui est une des grandes vertus des pratiques initiées par Michel Crozier. L'accueil physique des doctorants, ce qui n'est pas du tout systématique, y compris pour des raisons, hélas, purement de disponibilité de mètres carrés. Entrepreneur scientifique, il faut que j'aille vite, mais là aussi, je donne une nouvelle illustration, simplement pour indiquer que l'entrepreneur scientifique ne s'est pas uniquement manifesté dans le cadre à propos du CSO. Beaucoup d'initiatives ont été prises par Crozier en collaboration avec des collègues de sa génération à partir des années 60. Et là, je signale au travers de ce qui est indiqué, vous savez maintenant sous les yeux, que plusieurs initiatives ont été prises par Crozier en liaison avec d'autres collègues de sa génération qui ont été liés à lui de façon très précoce, et parmi eux, Touraine, Reynaud, dont j'ai parlé, Henri Mandras, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est connu pour ses recherches dans le monde agricole, dans l'univers des métiers de l'agriculture. Edgar Morin, c'est inutile de le présenter, il est toujours parmi nous, il est centenaire, je crois, à peu près. C'est un des plus anciens. Crozier avait à peu près le même âge que Edgar Morin, dans mon souvenir. Jean-Del Reynaud et Touraine, qui est toujours vivant, Touraine est décédé il y a 2 ans, est un tout petit peu plus jeune. Alors, j'ai fait état, je n'ai pas évoqué ici, je ne me suis pas expliqué sur ce que j'ai mis dans le titre, le sous-titre que vous avez sous les yeux, l'activité fondatrice de l'école Friedman. Peut-être certains d'entre vous connaissent la personnalité, ont des informations, ou ont eu déjà à recueillir des informations à propos de la personnalité de George Friedman. George Friedman, c'est un espèce c'est le fondateur de la sociologie du travail en France. C'est une personnalité de premier plan qui a été un intellectuel important, très engagé dans l'entre-deux-guerres, mais qui a souhaité très tôt faire des enquêtes à propos de l'évolution du travail, et ce qui lui a valu de voyager avant la guerre, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi bien en URSS de l'époque qu'aux États-Unis, pour comparer l'évolution des méthodes tayloriennes, par exemple. Il est devenu un des grands spécialistes du taylorisme et de la critique du taylorisme, et il a tellement marqué la période, rédigé des ouvrages importants, dont le plus connu est sans doute Le travail en miettes, qui est resté dont la formule étant restée très célèbre. Friedman a été considéré comme une personnalité fondatrice et tutélaire pour les jeunes chercheurs de l'après-guerre. Et il se trouve que Friedman a eu l'occasion, du fait des opportunités des invitations qui ont été faites par le CNRS, a eu l'occasion de parrainer les jeunes sociologues, dont Crozier, à côté de Touraine, de Reynaud et d'Edgar Morin, qui après a suivi un parcours un tout petit peu différent. Et cette équipe formée sous le parrainage de Friedman a été très entreprenante, très active. Il a pris toute une série de responsabilités. Ce sont des jeunes chercheurs, vous voyez, qui avaient une trentaine d'années et qui avaient tout en main pour développer la sociologie du travail et des organisations,
au sens large, ce qui s'est fait est très bien fait. Alors là, je vais passer, il faut que j'avance, mais je signalais ici la parution du traité de sociologie du travail dirigé par Friedman et Naville, parce que Crozier, Touraine, Reynaud et quelques autres ont abondamment participé à cet ouvrage collectif qui était un genre fondateur du champ de la sociologie du travail en France. Crozier, Touraine et Reynaud ont créé la revue Sociologie du travail, qui est une revue qui existe encore, qui est une revue très importante, qui a marqué le champ. Ouais, ils ont eu de ce point de vue-là, Crozier, avec des collègues tels que Touraine et Reynaud, c'était des amis, des copains, même s'ils avaient des accords, hein, ont fondé toute une série d'institutions qui ont marqué le champ, et le champ de la sociologie au sens large, d'une certaine manière. Alors ensuite, ici, je signale des initiatives un peu plus spécifiques. L'ATSA, je ne vais pas m'y arrêter, ça veut dire Association sur le développement des sciences sociales appliquées. C'est une initiative prise dans les années 70 dans le cadre de la législation sur la formation professionnelle qui date, sauf erreur, de 71. Très vite, Crozier, avec Reynaud, Madras et quelques collègues de ce calibre, ont pris l'initiative de développer des institutions de nature à permettre à développer la formation au sens social des cadres dans le régime de la formation continue contemporaine, en quelque sorte. C'était les débuts. Mais ils ont été très prenants sur ce front, de la même manière qu'ils ont été très entreprenants sur ce front, de la même manière qu'ils l'ont été après dans leur collaboration avec cette institution de Sciences Po qui a été très accueillante, qui a développé les formations de troisième cycle, qui a développé des enseignements de sociologie de tout niveau d'ailleurs, auxquels Crozier, Reynaud, Madras ont amplement participé. Ils ont été les chevilles ouvrières de ces entreprises tout à fait déterminantes. Voilà le contexte de. Alors, il faudra. J'ai peur d'être beaucoup trop lent par rapport à tout ce qui me reste à faire, mais vous voyez qu'à propos de la figure de l'entrepreneur scientifique, je voulais ajouter d'autres éléments à propos de son parcours qui n'ont pas encore été indiqués. Crozier, très vite, dans les années 60-70, a été un des responsables du club Jean Moulin, dont certains d'entre vous connaissent certainement l'existence, qui est j'ai écrit ici un think tank progressiste pour résumer l'affaire, mais c'était un club de pensée très alerte dans le contexte sociopolitique français, qui a pris beaucoup d'initiatives dans le champ politique, dans le champ social, disons. Crozier, à l'époque, était relativement militant, comme l'indique aussi le fait qu'il a collaboré à la revue Esprit. Il a été très présent dans les revues importantes, dans le monde éditorial, etc. Peu à peu, et je l'indique ici, il a évolué. Ses références sont devenues plus libérales, ce qui le distingue à certains égards du parcours de Touraine ou de Bourdieu, de toute évidence, puisqu'il s'est, dans les années 70-80, plutôt rapproché de l'Express, de collaboration avec le Figaro. Il s'est aussi beaucoup rapproché des entreprises, qui est tout à fait décisif dans son parcours, en collaborant de plus en plus, en étant en contact avec les dirigeants de grandes entreprises avec lesquels il a pris beaucoup d'initiatives, avec lesquels aussi il a développé des activités de formation continue destinées aux cadres tout particulièrement. J'indique ici des initiatives prises, mais je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails, dans le cadre de l'Institut de l'entreprise, qui est un club patronal, disons. J'indique aussi le fait que des sollicitations importantes ont été faites à Crozier dans les années 80 jusqu'aux années 2000 par les grandes entreprises telles que la SNCF, mais aussi il y a des sollicitations internationales compte tenu de son expertise dans le problème de l'innovation administrative au sens large. Il a été aussi très sollicité par le consulting international. Il a accepté ça. Il avait un capital, un réseau tel qu'il a développé ses activités tout à fait particulières. Une étape de sa vie, plutôt en fin de parcours, a été qu'il a été reçu à l'Académie des sciences morales et politiques. Alors là, j'en arrive à mon point 2, un peu tardivement sans doute. Je voulais évoquer les conditions dans lesquelles Crozier est devenu un sociologue de terrain, spécialiste du travail d'enquête. Il est tout à fait fondamental pour comprendre le parcours d'une personnalité comme Crozier,
et aussi les conditions dans lesquelles il a collaboré avec des chercheurs tels que Touraine ou Crozier, pour ne pas revenir sur les autres, tout à fait fondamental de souligner que ce qu'il a appris de Friedman, d'ailleurs, c'est un métier d'enquête de terrain. C'est une sociologie d'enquête empirique, dit-on volontiers, n'est-ce pas? C'est tout à fait courant. Mais il faut dire que l'école Friedman a consisté à développer ce savoir-faire du travail d'enquête. Là, en l'occurrence, ce qui a été décisif pour Crozier, ça a été l'enquête dans les bureaucraties, ce qu'il va appeler les bureaucraties, en tout cas les administrations, et aussi les grandes entreprises. De ce point de vue-là, alors je vais reparler après, je voudrais parler juste dans un instant du phénomène bureaucratique, qui est l'ouvrage de référence de Michel Crozier. Alors j'indique tout de suite que ça a été pour lui les enquêtes qu'il a menées avant de produire l'ouvrage de phénomène bureaucratique. C'est des enquêtes très marquantes, très fondamentales dans son parcours, et dont il est intéressant de voir les conditions de réalisation. Je reparlerai un peu plus bas de l'enquête fameuse qu'il a faite de façon très précoce, un peu de façon artisanale, aux chèques postaux à Paris. C'était dans le 15e arrondissement. C'était une espèce de grosse boîte bureaucratique, pour le coup. Il devait y avoir 5000 personnes, surtout des femmes, qui faisaient un travail très émietté d'administration un peu de nature taylorienne, si on peut dire. C'est une enquête très célèbre, c'est la première. La deuxième, qui a beaucoup marqué son existence et qui est tout à fait centrale dans l'ouvrage Le phénomène bureaucratique, c'est celle qui a été menée à la fin des années 50. C'est pas hier, hein. C'est dans une phase encore très précoce de son activité. C'est l'enquête qu'il a menée à la Manufacture des tabacs. Le nom que vous avez entre parenthèses, c'est le nom qui est indiqué dans le livre, parce que les références aux entreprises sont anonymisées. Mais maintenant, on sait qu'il s'agissait de la Manufacture des tabacs, il s'agissait des chèques postaux, alors que le livre dit agence comptable. La Manufacture des tabacs, elle était à l'époque extrêmement développée. Il y avait une trentaine d'établissements en France, que je trouve absolument incroyable, parce que je crois qu'il n'y a plus de manufacture de tabac en France actuellement, quasiment plus. Je crois que c'est terminé d'ailleurs. C'est en Espagne que ça se passe, même pour la production qui arrive en France, etc. En tout cas, c'était une très grosse boîte. Et pour ce qui est de la manufacture des tabacs, on est devant un modèle d'enquête lourde, avec une observation sur le terrain, des entretiens, ce qu'on appelle volontiers des entretiens semi-directifs, avec des grilles d'entretien préparées à l'avance, des questionnaires qui permettent des traitements statistiques dans la mesure où on accumule les réponses aux questionnaires, ce qui était le cas. Là, il y avait beaucoup de... Vous voyez, il s'agissait à la CEITA, le programme de travail était d'interroger tous les membres de la direction, tous les exécutifs, 20% des ouvriers ou ouvrières et 50% des cadres, dans mon souvenir, hein, avec des protocoles de traitement des données recueillies dans les entretiens tout à fait conséquents. Alors, dernière remarque par rapport à cette procédure d'enquête et des pratiques de travail telles que les mettait en œuvre Crozier. Les interventions de Crozier sont très vite des interventions qui sont convenues avec les dirigeants, parfois suscitées par les dirigeants, pas si souvent que ça, elles sont négociées avec les dirigeants, mais Crozier s'impose d'avoir l'aval des syndicats, au moins du syndicat le plus représentatif dans les entreprises qu'il a visitées. Dans les entreprises en question, à la CEITA ou aux chèques postaux, il y avait effectivement des syndicats puissants, un syndicat dominant qui était très représentatif des travailleurs, travailleuses. Je crois que je vais laisser de côté la remarque que je fais tout en bas de ce transparent, parce que ça m'emmènerait trop loin et je ne veux pas me mettre en retard. Je vous prie de m'en excuser. Je voulais simplement ici, dans la présentation que vous avez maintenant le slide que vous avez maintenant sous les yeux, faire état de l'évolution des enquêtes auxquelles a procédé Crozier à partir de ces enquêtes fondatrices liminaires qui ont été signalées, la CEITA et les chèques postaux, pour donner une idée de la manière dont ça a évolué. La particularité de la CEITA et des chèques postaux, c'est que c'était des organisations hybrides. Hein. En fait, lui-même, Crozier parle à ce sujet des monopoles industriels publics. C'était des entreprises assez bizarres.
c'était des entreprises d'État, en quelque sorte, hein, pour le dire de façon un tout petit peu sommaire. Et le phénomène bureaucratique, son livre a été construit à partir d'enquêtes faites dans des entreprises d'État. Mais tout l'art et l'importance du travail qui a suivi de la part de Crozier a consisté à développer, à s'écarter de ces entreprises d'État un peu atypiques pour développer ses recherches sur deux terrains parallèles, l'un qui a été celui de l'administration, des administrations publiques, et l'autre, celui des entreprises. Et là, je vous donne un aperçu, je ne vais pas développer précisément ce qui apparaît dans le slide que vous avez sous les yeux, apparaît des mentions avec des dates approximatives sur les conditions dans lesquelles, enfin, peu à peu, les travaux de Michel Crozier et de son équipe, l'équipe créée au CSO, qu'il a développé, les conditions dans lesquelles Crozier a développé des recherches sur la voie de l'administration, une grande enquête très célèbre, devenue très fameuse, et celle qui a été réalisée au ministère de l'Équipement au moment où les pouvoirs publics développaient des politiques de décentralisation. Il y a eu là un accompagnement de cette opération en termes de recherche qui a été assurée par Crozier et son équipe. Et puis parallèlement, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises en relation avec des grandes entreprises privées. Là, vous avez l'exemple de grandes recherches, je signale des grandes recherches qui ont été faites avec Saint-Gobain-Pont-à-Mousson de l'époque, Lafarge, les cimenteries. Et ces recherches étant peu à peu, évidemment, donnant lieu à des collaborations avec plusieurs chercheurs de l'équipe de Crozier, mais donnant lieu aussi à des collaborations avec des étudiants en thèse ou des étudiants avancés dans le cadre des formations de Sciences Po. Crozier a beaucoup utilisé cette opportunité qu'il avait de mobiliser des ressources d'étudiants engagés dans le travail de recherche, en formation de recherche vers des professions de la sociologie, la recherche ou l'enseignement supérieur. Alors là, je voudrais regarder à peu près où j'en suis pour le temps. J'espère que je vous avais indiqué mon point 3 et le point essentiel. J'espère que j'ai le temps de le développer correctement. Pouvez-vous me dire si ça va en termes de timing? Combien de temps est passé? Vous êtes bon, monsieur? Oui, oui. Ça va? Oui, oui, ça va très bien. Vous pouvez continuer. Parce Vous que êtes bon au niveau du timing. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'arrive à ma partie 3, dont qu'elle était dans mon esprit un peu centrale. C'est celle que j'ai intitulée « La sociologie des organisations, c'est une sociologie de l'action ». J'avais utilisé cette formule, je crois, dans le petit paragraphe avec lequel vous avez signalé cette conférence. Alors, c'est tout à fait essentiel, parce qu'il y a le paradoxe, c'est un des paradoxes des travaux de Crozier et de ce qu'a fait Crozier sur le fond des grandes thèses qu'il a développées. C'est quand on dit sociologie d'organisation, a priori, on pense à des structures, on pense aux organigrammes, et on peut penser, a priori, que les recherches qui se font dans le cadre de la sociologie des organisations, aux États-Unis, on dirait volontiers théorie des organisations, on dit parfois théorie des organisations dans un tout petit peu particulier en France, mais aux États-Unis, on parle volontiers de théorie des organisations. A priori, on pense à des études qui portent sur les formes organisationnelles, sur les structures mises en place, sur les contextes dans lesquels on a des organisations de cette nature et les contextes dans lesquels on a des organisations d'une autre nature. En fait, on va découvrir que les recherches de Crozier ne portent pas surtout sur cet élément-là. Crozier, on va le voir, délaisse, en fait, même s'il s'intéresse à un type d'organisation particulier, qui est ce qu'il appelle les organisations bureaucratiques, on va voir que ce qui l'intéresse dans la bureaucratie, ce n'est pas la structure, d'une certaine manière. Mais là, c'est un paradoxe qu'il faut évidemment expliquer en venant aux thèses, un rappel ou un énoncé des thèses qu'il a pu développer à l'appui de ses recherches. Alors, en tout cas, là, dans un premier temps, je fais mention des deux ouvrages qui ont été les ouvrages marquants dans lesquels il a développé, d'un point de vue scientifique, avec beaucoup d'ambition scientifique, cette perspective de sociologie de l'action, des organisations comme sociologie de l'action. Ces deux ouvrages, c'est celui qui est paru très précocement, le phénomène bureaucratique déjà signalé, qui est paru en 1963, à la suite des enquêtes menées
à la manufacture des tabacs et aux chèques postaux singulièrement, pas seulement, mais essentiellement. Et puis, un autre ouvrage qui est paru beaucoup plus tard, 15 ans plus tard, c'est ça à peu près, un petit peu moins, et auquel a collaboré Erhard Friedberg, qui était un de ses anciens doctorants devenu chercheur, qui est devenu un beau copain de moi-même d'ailleurs, c'est un collègue de ma génération, en quelque sorte, hein, qui, là, a été embauché, qui était chercheur chez Crozier, et qui, dans les années 70, a été embauché pour rédiger avec lui cet ouvrage de fond très ambitieux, qui fait suite, qui donne une espèce de suite aux thèses développées dans le phénomène bureaucratique. Alors, ce livre s'intitulant « L'acteur et le système ». Alors, c'est autour de ces ouvrages que je fais quelques commentaires maintenant de ce qu'on apprend de ces ouvrages. Alors, peut-être pour entrer dans le sujet, on pourrait repartir de ce que connote au départ la terminologie de la bureaucratie. Là, je mets en rapport deux définitions élémentaires, mais qui nous mettent sur la piste de choses intéressantes de la bureaucratie. Et je suggère que Crozier va les mettre en tension. Il va dire en quelque sorte ces deux approches de la bureaucratie, elles ne m'intéressent pas séparément, elles m'intéressent ensemble et je vais les faire travailler pour alimenter une perspective de recherche nouvelle. Même s'il y a des références sur lesquelles je vais revenir dans quelques mots par la suite. Alors, les deux approches de la bureaucratie qu'on peut avoir en tête assez spontanément, ce que j'appelle d'abord la bureaucratie sur le sens commun, une organisation à visée rationnelle. Je suis pas sûr d'être sûr de ce que j'ai écrit là, parce que j'ai les visages qui m'empêche de voir la droite de l'écran, je suis tout à fait. Il faut que organisation à visée rationnelle, hiérarchisée, mais qui pâtit de ses rigidités, de la passivité des individus. Mais ce qui est important là-dedans, l'image de la bureaucratie, selon sens commun, il est connoté surtout avec cette formule de la passivité. On a affaire à des organisations lourdes, qui ont très hiérarchisées et dans lesquelles on attend des individus, des travailleurs, qu'ils exécutent ce qu'on leur demande de faire. C'est ça l'appréhension première de la bureaucratie. Une deuxième appréhension, très contrastée par rapport à celle-ci, c'est celle que j'associe à la perspective de la sociologie critique. Mais on pourrait dire la critique tout simplement. La critique de la bureaucratie, c'est l'idée selon laquelle on a affaire à des organisations totales, on pourrait dire même totalitaires à certains égards, pour aller jusqu'au bout de la logique, et qui suscitent, parce qu'elles sont totales ou totalitaires, de la déviance, de la résistance, des comportements collectifs déviants, voire ce que j'appelle ici, avec ce que vous avez sur l'anarchie. Mais il se trouve que le terme de l'anarchie a été utilisé par les sociologues contemporains de Crozier, mais aussi par Crozier lui-même. À certaines circonstances, on parle parfois d'une anarchie organisée. Et cette terminologie, un peu entre guillemets, va être utilisée par Crozier et par Friedberg aussi après lui. Alors, Crozier ne part pas de rien dans sa recherche pour développer une signification nouvelle qui met en tension ces approches de la bureaucratie. Il a des sources intellectuelles ou théoriques. Il faut notamment signaler que son inspiration est plutôt weberienne. Max Weber n'est pas loin derrière. C'est une référence très implicite, rarement explicitée chez Crozier, mais qui est tout à fait évidente. Il est plutôt weberien que durkheimien, n'est-ce pas? C'est les deux grandes références de la sociologie classique. Il est plutôt weberien, et je résume ici comme je peux la perspective weberienne pour ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'importe en tout cas, c'est évidemment à l'emporte-pièce, ne m'en voulez pas, les acteurs ont de bonnes raisons d'agir comme ils le font. La perspective weberienne, c'est une perspective qui s'intéresse d'abord à la rationalité, non pas des organisations, mais des individus. C'est ça qu'il faut comprendre. La perspective de Crozier, c'est en fin de compte, à partir d'une inspiration weberienne, de traiter des bonnes raisons que les individus ont d'agir dans les organisations avant de traiter les organisations elles-mêmes. On va s'intéresser, en quelque sorte, à la manière dont se conjugue la nature des organisations et la manière dont l'investissent les individus, les acteurs individuels ou collectifs. Alors là, j'ai peur de vouloir trop en faire, mais
je donne une référence en bas qui est d'un chercheur très précoce que je trouve moi très excitant. J'ai vite passé trop vite. Qui est Donald Roy, qui est un Américain, qui a fait de façon très précoce, juste après la guerre, des observations participant dans les usines et qui avait une intuition tout à fait conforme à ce qu'a fait Crozier, ce qu'a développé aussi la théorie des organisations aux États-Unis par la suite. C'est une intuition que je ne vais pas avoir la possibilité de développer malheureusement tout de suite, je serais tentant d'y rester. Le risque serait que j'y reste trop longtemps. Mais peut-être certains d'entre vous savent ce qu'on appelle le freinage dans la sociologie du travail et dans l'acception qu'on en a eue dès les années 50, notamment dans les usines. Là, pour le coup, Donald Roy travaille en usine et fait une thèse, prépare une thèse en étant salarié en usine, en découvrant le travail salarié, en l'étudiant avec ses collègues de travail à la base, et il s'intéresse à la question du freinage. La question du freinage, comment l'expliquer sommairement? C'est les circonstances dans lesquelles les collectifs d'ouvriers prennent l'initiative de ne pas faire ce qu'on leur demande de faire, de ne pas faire les performances qu'on leur demande d'accomplir dans le cadre d'un travail, à l'époque, rémunéré à la tâche, au rendement ou à la tâche plus précisément. Vous faites tant de pièces à l'heure, vous aurez tant. Et si vous ne respectez pas la norme, vous allez baisser quant à votre rémunération journalière, etc. Donald Roy va introduire le raisonnement qui aura beaucoup de succès, qui sera très fructueux par la suite, selon lequel le freinage, c'est raisonnable à certains égards. Donald Roy, qui est un militant, plus que Crozier à certains égards, mais il n'empêche que Crozier aimait beaucoup ce type de référence. Roy, qui est un militant, dit « Mais moi, j'ai démontré sur le terrain, et toute une recherche approfondie consiste à le démontrer effectivement, que quand les ouvriers ne font pas leur production au risque d'être plus mal payés, ils sont rationnels, ils sont même économiquement rationnels. Ils veulent jusque-là pour dire, parce que l'objectif, c'est que si on n'effectue pas la production, on va mettre la direction devant ces contradictions, dans le fait qu'il abuse dans les normes, les prescriptions du travail imposé, en obligeant la direction finalement à revenir sur ces prescriptions et en négociant des tarifs qui sont plus raisonnables en quelque sorte. Donc Donald Roy introduit ce raisonnement comme quoi les acteurs ont des bons motifs de résistance et qui sont vraiment des acteurs de l'organisation en quelque sorte, qui ont la capacité de faire évoluer la direction, voire de s'occuper du management, même si ça consiste simplement, en l'occurrence, essentiellement, à freiner, à résister aux prescriptions des dirigeants. Alors c'est une intuition dont j'ai envie de me servir pour faire l'économie de développement complexe à propos de ce qui apparaît maintenant à l'écran, à savoir, au-delà de cette référence intéressante, préliminaire, très particulière à Donald Roy, des théoriciens américains ont développé des thèses qui sont attachées à comprendre les grandes structures bureaucratiques, quelles soient les administrations ou les grandes entreprises, pour voir la place qu'y ont les individus, individus ou collectifs, et pour voir comment, finalement, la logique des individus fait que les bureaucraties ne fonctionnent pas comme elles sont supposées fonctionner. Alors là, je vais pas avoir, je donne ici des références à des auteurs qui sont finalement, qui couvrent à peu près l'essentiel des références théoriques utilisées par Crozier dans le phénomène bureaucratique. Le phénomène bureaucratique est un livre où il y a très peu d'auteurs cités. Dans l'ouvrage suivant, L'acteur et système, il y aura des centaines de références bibliographiques. Mais dans l'ouvrage précoce 1963, le phénomène bureaucratique, Crozier sait ce dont il parle, mais ses références, c'est outre Donald Roy cité auparavant, qui est un personnage un peu atypique, les théoriciens qui sont évoqués, très peu. Merton, Selznick, Goulner, Blow, Bendix, March and Simon, mais on peut dire que c'est des auteurs tout à fait qui comptent dans la sociologie américaine, qui sont tout à fait fondamentales, des références tout à fait fondamentales. Alors ici, je donnais simplement, je ne peux pas aller au-delà parce que ça m'entraînerait trop loin, des illustrations qui peuvent alerter sur le type de propos que développent des auteurs comme Merton, Goulner ou March and Simon. Oui, l'idée, dans la bureaucratie, les règles s'identifient à des buts. Les employés deviennent ritualistes. Alors ça, c'est plutôt dans l'acception de la passivité, de cette manière.
Mais ça sous-entend que les employés ont une logique à être passifs, en quelque sorte. Ils deviennent ritualistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la seule manière de s'en tirer dans des organisations rigides et bureaucratiques, c'est de faire comme si les règles qu'on vous impose sont des buts. Les règles ne sont jamais que des moyens. On vous dit il faut commencer à telle heure, terminer à telle heure, c'est une règle. Mais c'est un simple mode d'organisation imposé par le sommet. Et on nous fait remarquer qu'en fait, il y a une logique des comportements qui vont faire que pour survivre à ce régime de la bureaucratie qui impose la passivité, eh bien, la solution pour les salariés, c'est de considérer que les règles ne sont pas des moyens de l'organisation, mais sont des buts. Des buts, d'ailleurs, qui vont justifier que si, à l'heure où se termine le travail, à 17 heures, le patron vous dit de rester, ben vous avez le droit de dire non. La règle, c'est la règle, et moi, j'ai le droit, collectivement, nous avons le droit de partir à 17 heures si on nous demande de faire des extras. Vous voyez comment les moyens, les buts, les règles de l'organisation peuvent venir des moyens à la disposition des salariés. Dans la bureaucratie Goulner, dans la bureaucratie, les règles ont pour fonction latente de protéger les individus. On voit arriver cette idée. La protection par les règles, les individus se servent des règles. C'est ce que je viens de dire avec l'exemple élémentaire des horaires. Il y a 100 autres illustrations à donner. Les individus se servent des règles. Les individus sont protégés par les règles. Et ce sont les collectifs de travail qui déplacent la fonction de la règle, en quelque sorte, et qui utilisent les règles à leur avantage. Vous voyez, cet exemple des horaires est un peu fruste, mais autour de ça, vous pouvez imaginer des raisonnements, vous pouvez imaginer toutes les règles qui sont imposées par le management dans les organisations et voir comment elles peuvent devenir des moyens par lesquels les individus se protègent. Le point de vue des acteurs devient premier. On s'occupe moins de l'organisation et des prescriptions managériales de direction et plus des comportements des individus, ce que les individus ou les collectifs font des règles en quelque sorte. Alors peut-être j'hésite à développer la thèse de Herbert Simon, qui est un prix Nobel d'économie, mais qui est une grande référence de Crozier, parce qu'un grand penseur, une grande référence de la théorie des organisations américaines, prix Nobel d'économie dans les années 70, hein, mais qui est l'auteur de cette fameuse réflexion sur la rationalité limitée, qui consiste à dire, malheureusement je crois que je n'ai pas le moyen de développer, je n'en finirai pas, que les collectifs dans les organisations sont fondés à développer des rationalités qui sont des rationalités limitées. Si on veut comprendre la rationalité des individus dans les organisations, il est intéressant d'utiliser cette formule de la rationalité limitée. L'argument de base, qui est un argument d'économiste d'ailleurs, est de faire remarquer que la rationalité absolue dans les organisations n'existe pas. On est toujours, la plupart du temps, en situation, a fortiori lorsqu'on est un salarié d'exécution, mais c'est vrai, ça serait vrai aussi des cadres ou des dirigeants à la limite. On est très souvent en situation de sous-information. C'est-à-dire, imaginez qu'on va agir comme si on était dans une situation où on a une information totalement satisfaisante sur ce qui se passe dans son environnement est utopique. Hein. La situation normale, c'est d'être en situation de sous-information et il faut se débrouiller avec une situation de sous-information. Et ça consiste à jouer d'une logique de rationalité limitée, mais ça consiste bien pour Herbert Simon à souligner que les acteurs, dans cette affaire-là, sont effectivement rationnels. La rationalité limitée, c'est une rationalité, en quelque sorte. Je m'excuse de devoir aller trop vite à propos de cette thèse qui mériterait mieux. Alors, est-ce que j'ai le temps de... Je voulais parler des chèques postaux successivement et des... Il faudrait que je surveille la montre pour voir si j'ai le temps de développer chacun. Vous avez le temps, n'hésitez pas, continuez. Ah, c'est gentil. Oui, oui. Il faut que je fasse attention, néanmoins. Est-ce que tu es toujours au point de toi? Je voulais illustrer la manière dont l'argumentation se développe dans l'ouvrage Le phénomène bureaucratique à propos des chèques postaux successivement et de la manufacture des tabacs. Mais je vais présenter l'ensemble de ce slide un peu lourd tout de suite à propos des chèques postaux. Les chèques postaux, c'est un cas dans lequel Crozier va développer plutôt la thèse comme quoi les individus, je disais tout à l'heure, sont passifs, dans lequel ils sont les travailleurs, en l'occurrence, c'est beaucoup des travailleuses qui font
un travail d'exécution assez sommaire, de paperasse en quelque sorte, hein, dans le contexte des fin des années 50. Hein. Et c'est une grande masse de travail, il y a des milliers de personnes dans cette entreprise, de cette agence, dans cette structure qui se trouve à Paris à l'époque. Hein. Mais on est dans un cas où Crozier va plutôt insister, de ce cas, à propos des conditions dans lesquelles les travailleurs et les travailleuses, les femmes, les employés, développent des comportements rationnels, mais qui vont plutôt de pair avec la première signification de la bureaucratie, la première approche que je propose de la bureaucratie, plutôt que la deuxième. La deuxième sera plutôt illustrée par le cas de la manufacture des tabacs, sur lequel je voudrais venir juste après. Alors, l'organisation décrite par Crozier à propos des chèques postaux, c'est une organisation très, très hiérarchique, bureaucratique au sens où on l'attend. Les équipes ont de mauvaises conditions de travail, la productivité est faible. C'est une entreprise qui n'est pas soumise à la concurrence, hein. Pas plus que la CEITA d'ailleurs, dont je voudrais parler juste après. Les cadres de terrain n'ont pas de marge de manœuvre, c'est une situation bureaucratique très négative en quelque sorte. Hein. Les cadres ils ne font que du contrôle du travail d'exécution. Les cadres supérieurs sont très loin, ils sont très loin dans des bureaux ou dans les ministères, ils sont coupés du terrain et ils agissent à l'aveugle. Voilà la situation de base, un peu caricaturée, bien dû, modélisée en quelque sorte. Le paradoxe, c'est qu'on découvre que chacun se protège contre le risque du changement. La situation est très négative pour tout le monde et néanmoins, c'est comme si toutes les catégories de travailleurs, les cadres comme les exécutants, finalement, développaient une rationalité qui consiste à entériner le modèle bureaucratique tel qu'il fonctionne, même s'il paraît détestable. Les cadres de terrain défendent leur liberté contre les interventions supérieures, alors qu'ils sont privés d'informations, hein, et de marge de manœuvre. À la base, l'impersonnalité de ces décisions renforce l'égalité et la solidarité entre les travailleurs et les travailleuses. On se protège des conditions les travailleurs se protègent par les conditions qui leur sont faites, en faisant un motif de solidarité et d'égalité. C'est pas rien comme argument. Hein. Les cadres supérieurs gardent le monopole de l'autorité. Ils sont à distance, ils sont frustrés, ils travaillent dans des conditions d'aveuglement par rapport à la réalité du terrain, mais au moins, ils protègent leur autorité. Alors, c'est évidemment des comportements qui paraissent frustres, mais c'est des comportements que Crozier observe en quelque sorte dans une longue recherche qu'il fait, sur le cas des chèques postaux, qui est très particulier, indiscutablement. Le diagnostic de Crozier, et c'est là où tout l'intérêt de l'affaire, c'est qu'il y a une préférence commune pour la bureaucratie qui est liée au fait que, hypothèse de Crozier, discutable mais très lourde et qui a été beaucoup discutée, la bureaucratie protège les individus contre le face-à-face, elle permet de se protéger des autres, en quelque sorte, hein, et elle consolide la solidarité qu'on a dans son groupe, et elle vous met à distance des autres groupes, et en quelque sorte, on survit comme cela. Et c'est vrai pour toutes les catégories de personnel qui ont été évacués, les cadres de terrain, les cadres supérieurs et les travailleurs d'exécution qui travaillent à la base. Le diagnostic de Crozier qui permet de rendre compte de la signification de tout cela, c'est donc la bureaucratie qui protège l'individu face à face. C'est aussi cette affaire du cercle vicieux. On a affaire à un système qui, compte tenu des logiques développées auparavant, est incapable de corriger ses erreurs. Personne n'est en mesure de prendre l'initiative pour rompre le cercle vicieux et pour provoquer un changement consistant. Le changement, il intervient, mais l'hypothèse lourde de Crozier, c'est que le changement ne survient que par les crises, face à des menaces majeures, extérieures. C'est dans des situations de démantèlement de la structure que le changement est possible, et seulement comme ça, ou à l'initiative des ministres, en quelque sorte, ou à l'occasion de grandes crises, de grandes grèves éventuellement aussi. Voilà le type de raisonnement qu'on voit, qui est développé à propos du cas des chèques postaux. Le cas très différent, qui contraste beaucoup par rapport à la situation antérieure,
c'est celui qui concerne la recherche relative à la manufacture de tabac. Là, on a une situation dans laquelle, de production industrielle, et on n'est plus dans la paperasse, mais dans la production industrielle de cigarettes, tout simplement, avec des machines qui étaient ce qu'elles étaient à l'époque dans les années 50, à la fin des années 50, des machines très, très, très anciennes, très disqualifiées d'un point de vue technologique, etc. J'y reviendrai d'un mot dans un instant. La situation décrite ici est une situation dans laquelle on va voir se développer des rationalités d'action qui sont d'une autre nature que ce qui était évoqué précédemment, avec des arrangements entre les différentes strates de travailleurs. Alors, la situation que vous avez sous les yeux est une situation qui est très simplifiée. Elle est très simplifiée dans les travaux de Crozier. Elles sont encore plus simplifiées dans la présentation que j'en fais sur ce slide unique à ce sujet-là. On est dans un atelier de production de cigarettes avec des machines qui sont des machines servies individuellement par des salariés, qui sont d'ailleurs plutôt des femmes que des hommes. Ce sont des hommes, les hommes, ce sont les ouvriers d'entretien, les professionnels de l'entretien, qui sont chargés de l'entretien et de la maintenance du matériel et des machines de production. Et puis, il y a un chef d'atelier, simplement. On a 3 groupes, là, avec un groupe d'opérateurs, d'opératrices, des ouvriers d'entretien, et puis un chef d'atelier qui est censé couvrir de son autorité l'activité de l'atelier. Alors, ce que nous décrit Crozier, en modélisant cette situation, c'est qu'on voit apparaître des relations de pouvoir qui n'étaient pas prévues par la structure formelle, et il y a une source d'incertitude qui va être à l'origine de relations de pouvoir qui ne sont pas conformes à ce qui était prévisible au vu de ce qui a été dit auparavant. On s'aperçoit le facteur qui est source d'incertitude et qui change complètement la règle du jeu, c'est que les machines sont anciennes, qu'elles tournent souvent en piane, et que c'est une source permanente d'incertitude. Vous savez ce que c'est, d'ailleurs, c'est une situation qu'on peut connaître encore aujourd'hui. Quand on a affaire à des équipements qui sont défaillants, ça change le jeu dans l'équipe, dans le collectif de travail, et c'est ce qui se passe ici. Il y a une source d'incertitude qui est créée par l'insécurité dans laquelle met au quotidien le fonctionnement des machines. Les ouvriers d'entretien qui sont chargés des réparations ont une autorité qui est liée au fait qu'ils sont là. Toute l'activité de l'atelier dépend de leur intervention en cas de panne, un petit peu au jour le jour. Et voilà que les ouvriers d'entretien s'appuient sur le pouvoir qu'ils acquièrent du fait des pannes de machines, leur capacité exclusive à réparer, en quelque sorte, pour redistribuer les fonctions dans l'équipe. En l'occurrence, ils vont prendre l'initiative d'associer les opératrices à la réparation des pannes courantes les plus quotidiennes, en les informant, en les qualifiant en quelque sorte, leur faisant faire des apprentissages, en partageant des apprentissages sur la manière de réparer au quotidien les machines à propos des pannes courantes, et en se réservant des pannes sérieuses, lourdes en quelque sorte. Mais dans ce jeu, on a affaire à une espèce de coalition en quelque sorte, inattendue, entre les ouvriers d'entretien et les travailleuses d'exécution, les opératrices, au détriment du chef d'atelier, qui est tout à fait hors jeu, qui ne dispose même pas des plans des machines d'ailleurs, et qui fait que l'autorité réelle est celle des ouvriers d'entretien, associés aux opératrices auxquelles ils associent les réparations quotidiennes. Le chef d'équipe est hors jeu, mais est-ce qu'il a le moyen de se... Il se trouve on nous dit qu'il n'a même pas les moyens de se révolter. Il a d'autant moins envie de se révolter et de se référer à l'échelon supérieur, que s'il se réfère à l'échelon supérieur, il sera obligé de reconnaître que le rendement, la productivité de l'atelier est modeste. Et la seule manière qu'il a de s'en tirer, d'optimiser son comportement, c'est de s'accommoder de la situation, de l'autorité prise par les ouvriers d'entretien dans l'atelier, et de faire profil bas en quelque sorte, dans la mesure où l'intervention, la régulation opérée par les ouvriers d'entretien à l'aide des opératrices fait que ça tourne à peu près. Le rendement n'est pas formidable, mais ça marche.
et le chef d'atelier est couvert, il est passif, mais il est couvert en quelque sorte par cet arrangement, cette redistribution du pouvoir. La redistribution du pouvoir, c'est la base du raisonnement crozierien pour comprendre ce que c'est que le fonctionnement d'une organisation telle que celle-ci. Alors, la clé de cette analyse, si on va un peu, de façon un peu brutalement, vers les grands concepts qui structurent la réflexion de Crozier et qui vont se développer à l'occasion de la publication du deuxième livre d'Acteurs logiciels qui est publié dans les années 70, il y a des mots-clés qui apparaissent comme ça pour décrire le phénomène bureaucratique, en quelque sorte, et qui sont devenus des références de la liste d'analyse, que Crozier appelle l'analyse stratégique, qui est une terminologie labellisée par Michel Crozier, en quelque sorte, et développée tout à fait dans les années 70. Un système d'action concret. Vous voyez, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les bureaucraties, ce n'est pas, pas les organisations au sens large, c'est les systèmes d'action concret. C'est ce qu'on vient de voir avec l'illustration des arrangements qui se font entre les opératrices, les ouvriers d'entretien, et puis aussi, d'une certaine manière, avec ce malheureux chef d'atelier qui doit couvrir la situation. Ça, c'est un système d'action concret. C'est un champ concret d'action dans lequel des acteurs se trouvent en état d'interdépendance pour la poursuite d'un objectif ou la résolution d'un problème. Alors, vous voyez, c'est une espèce de nébuleuse dont il faut préciser les contours en fonction des interactions qui s'opèrent entre les individus, du fait des buts qu'ils poursuivent, des intérêts qui veulent servir aussi. C'est aussi une partie du problème. Zone d'incertitude, vous avez vu tout à l'heure dans l'exemple des pannes de machines, ce dont il peut s'agir. C'est très important ce concept de zone d'incertitude pour Crozier, dans la mesure où il va utiliser cette formule pour caractériser les ressources qui seront utilisées par les acteurs pour prendre du pouvoir dans la structure, même quand on ne leur aura pas donné d'autorité formelle, en quelque sorte. Situation imprévue par l'organisation formelle, source de pouvoir pour qui la contrôle, étant entendu que le pouvoir n'existe pas en soi, il n'est pas donné comme serait donné une autorité octroyée par le sommet. Hein. Le pouvoir, c'est le pouvoir qu'on prend au bénéfice des ressources qu'on contrôle et qu'on maîtrise, hein, des ressources de terrain, les zones d'incertitude qu'on dit volontiers dans ce jargon crozierien, les zones d'incertitude qu'on contrôle. Dans la mesure où on contrôle, où on maîtrise, où on contrôle des zones d'incertitude, on acquiert du pouvoir, mais on acquiert du pouvoir seulement dans la mesure où on l'exerce en relation avec les autres. Le pouvoir n'existe pas en lui-même, ce n'est pas comme l'autorité qui fait qu'on a des galons sur les épaules. Le pouvoir, il existe dans la relation qu'on développe avec les autres et en fonction de l'usage qu'on fait des sources d'incertitude qu'on contrôle, en quelque sorte. J'espère que ce jargon est à peu près compréhensible. La diversité des sources de pouvoir, c'est une chose sur laquelle je peux passer plus vite, mais si on développait, il faudrait aborder ce point. La compétence, c'est le type de pouvoir que maîtrise, le type de source de pouvoir que maîtrisent les ouvriers d'entretien qu'on avait dans l'exemple précédent. Hein, être ouvrier d'entretien, pouvoir réparer des machines complexes, ça se fait à partir de l'acquisition d'une formation, c'est de la compétence. Le contrôle de l'information, ça pourrait caractériser d'autres types de zones d'incertitude. Par exemple, lorsqu'une secrétaire dans une administration est au contact d'informations qui concernent tout le monde, au croisement d'informations qui concernent tout le monde, celles qui viennent de la hiérarchie comme celles qui viennent des collègues, eh bien, une secrétaire dans une secrétaire de direction, par exemple, est quelqu'un typiquement qui contrôle souvent, depuis toujours, mais aujourd'hui encore, des zones d'incertitude dans la mesure où elle est au croisement d'informations auxquelles n'ont pas accès beaucoup d'autres, en quelque sorte. Alors, les autres types de pouvoirs qui sont évoqués ici sont peut-être moins importantes et j'en reste là. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Après de l'analyse stratégique, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? C'est une conduite qui permet à un acteur de mettre en rapport les buts qu'il poursuit, les sources de pouvoir qu'il contrôle et les conduites de ceux qui interagissent avec lui. Alors, une stratégie, oui, on rend compte ici des comportements individuels ou collectifs en fonction de la configuration
qu'on vient de voir, des types depuis des illustrations que j'ai essayé de donner, une illustration antérieure singulièrement, à propos de la manufacture des tabacs, hein, des groupes, au niveau d'un système d'action de congrès, sont conduits à développer des stratégies en fonction des ressources dont ils disposent, des buts qu'ils s'assignent et des relations qu'ils ont avec ceux qui interagissent avec lui. Voilà la logique, oui, très que développe Crozier en rapport avec l'idée que la cellule de l'organisation, c'est d'abord une cellule des acteurs dans l'organisation, des stratégies développées par les acteurs dans les organisations, au bénéfice des ressources qu'ils contrôlent, en quelque sorte, des sources d'autorité, des sources du pouvoir qu'ils maîtrisent. Voulez-vous me dire de combien de temps je dispose encore? Parce que je vais devoir faire des choix pour terminer. Écoutez, vous avez bien 10 minutes, un quart d'heure devant vous. Oui, vraiment? Oui, Alors, merci beaucoup. je vous en prie. Je vais donc essayer de sélectionner les points qui relèvent de mes points 4 et 5. Je pense que je serais intéressé à développer surtout le point 5, si vous me l'accordez ça. Dans mon point 4, j'indique simplement ce que j'ai voulu, que j'aurais voulu développer davantage dans mon point 4, sous le titre « Le legs de Michel Crozier, des ouvrages mais aussi ». Alors, le mais aussi concerne la sociologie des organisations comme pratique de formation, et puis aussi les recherches qui ont été menées dans le cadre du CSO, parce qu'après tout, un des legs de Michel Crozier, c'est aussi le CSO, tout simplement, ce dont je pourrais rendre compte à propos de l'activité du CSO. Mais c'est difficile de rendre compte de la vie d'une équipe qui comprend 30 chercheurs, plus 30 doctorants actuellement, et qui vit depuis 50 ans. Je ne pourrais pas faire le tour de l'activité CSO, mais je voulais successivement dire que Crozier a beaucoup compté jusqu'à aujourd'hui, non seulement par les recherches développées dans les livres comme Le phénomène bureaucratique et l'acteur système, mais au travers aussi de la manière dont il a labellisé des pratiques de formation et puis les standards de fonctionnement d'une équipe de recherche labellisée CNRS et Sciences Po, tel que le CSO. À propos de la pratique de formation, je pense que vous pouvez voir intuitivement, je l'espère, à partir de ce qui précède, ce que peut-être la méthode d'analyse stratégique développée par Crozier et qui a eu beaucoup de succès, beaucoup d'effets dans les pratiques de formation, notamment destinées au cadre, pas exclusivement, mais il y a beaucoup de développements qui ont été assurés de la méthode, de la pratique de l'analyse stratégique à l'initiative des dirigeants d'entreprise, du fait des conditions favorables dans lesquelles le travail de Crozier, de l'équipe de Crozier a été reçu dans les entreprises et par les dirigeants de grandes entreprises. Dans le contexte de la formation continue, les pratiques de l'analyse stratégique se sont beaucoup développées, ont eu une période extraordinaire de développement dans les années 70, 80, 90. On est un petit peu on est certainement sur le reflux aujourd'hui. La pratique de l'analyse stratégique est un tout petit peu démodée ou en concurrence avec d'autres pratiques de formation continue, mais il n'empêche qu'elle est tout à fait fondamentale. Vous voyez, mais là, j'irai très vite, même si je considère que c'est très important. Vous voyez que la pratique de l'analyse stratégique consiste à proposer à des étudiants avancés, des doctorants, ou à des cadres d'entreprise, dans des cadres des cycles de formation continue, de réaliser des enquêtes de terrain après un cadrage théorique pour discerner le fonctionnement, d'élucider le fonctionnement de systèmes d'action concrets et comprendre les conduites collectives, les conditions dans lesquelles se développent des conflits et aussi les conditions dans lesquelles on peut espérer résoudre des conflits à partir de l'analyse qu'on en aura faite. Alors, vous voyez, je donne ici dans le bas de cette présentation des indications sur ce qu'on fait lorsqu'on met en pratique l'analyse stratégique en tant que dans une session de formation destinée au cadre, par exemple. À propos d'un conflit ou d'une crise, on va définir un périmètre de l'organisation dans lequel se déroule la crise pour essayer de voir de quoi il retourne. Et puis, la pratique de l'analyse stratégique va consister à identifier des acteurs. Les acteurs ne sont pas donnés au départ, ils sont donnés en situation. Les collectifs d'acteurs
vont dépendre de la situation qu'on décrit et des crises. On va devoir identifier qui sont les acteurs pertinents de situation donnée. On va devoir identifier les sources de pouvoir, les compétences, les accès à l'information. Ce ne sera pas simplement des pattes de machine, ce sera aussi beaucoup de situations dans lesquelles des groupes d'acteurs développent un pouvoir qui n'était pas prévu dans la structure initiale. Identifier les stratégies au sens que j'ai développé, je crois, il y a un instant, précédemment, les coups joués, les buts visés, les signaux adressés aux autres, dans le cadre des interactions, et la dynamique du système, décrire un système d'action. La dynamique d'un système d'action, et notamment dans le cadre de crise, c'est de voir comment s'opèrent les arrangements entre les acteurs, comment on arrive à faire évoluer les règles du jeu. Derrière tout ça, il y a des négociations implicites ou parfois explicites. Mais souvent, dans le registre d'analyse aussi du Crozier, on a des situations de négociation implicite qui sont très, très décisives quant aux conditions dans lesquelles les organisations vont bouger ou ne pas bouger. D'ailleurs, c'est souvent difficile. Le Crozier nous explique que c'est souvent difficile. Alors, les recherches du CSO, là, je crois que je vais faire l'impasse et j'en suis désolé. Je voulais évoquer les constantes de l'activité de recherche, mais qui se déduisent un peu de ce qui précède, des thèmes typiques de chaque époque qui tantôt sont en rapport avec l'évolution des administrations, tantôt avec les problématiques des entreprises privées, entreprises industrielles par exemple. Il y aurait 100 exemples à développer à ce sujet-là. Et puis, je voulais éventuellement donner des exemples de thèses en cours. Si vous me permettez, je vais passer là simplement pour donner une seconde de regarder les exemples de thèses. Ce sont des exemples que j'ai choisis de façon tout à fait arbitraire de thèses qui sont en cours actuellement. D'ailleurs, l'une est terminée. Sur la dernière ligne que vous avez ici, les médecins et les médecins de santé, c'est une thèse qui a été soutenue il y a une semaine, ça ne s'invente pas, par une brillante doctorante, qui est maintenant docteur. Derrière ça, il y a une tonalité sur les recherches qui sont pratiquées au CSO, que je vous suggère de saisir comme ça, sans malheureusement que je puisse m'y arrêter. Les médecins et les maisons de santé, après tout, c'est un exemple comme un autre. Vous voyez ce que sont des maisons de santé actuellement. C'est ces maisons dans lesquelles on fédère des compétences au niveau d'une ville, d'une commune. J'imagine qu'il y a ici des maisons de santé, je n'en suis pas sûr, mais c'est probable, qui réunissent des compétences où il y a des infrastructures communes à des médecins libéraux qui choisissent de s'organiser ensemble avec les incitations des agences régionales pour le faire. Vous savez, connaissez cette affaire. Alors voilà, cette doctorante a étudié le fonctionnement de quelques maisons de santé à partir de la méthode de l'analyse stratégique croziérienne, en quelque sorte, pour voir dans quelle mesure justement on négocie dans une situation compliquée qui consiste à faire en sorte que des médecins libéraux vivent à peu près correctement et plus que correctement, si possible, dans bonne coopération intelligente avec des collègues, alors que les médecins libéraux vont se retrouver dans une structure bureaucratique, sans égard, aux sciences croziériennes, avec des règles du jeu qui ne sont pas celles de la médecine libérale, avec des contraintes de coordination qui supposent que des collègues de spécialités différentes collaborent entre eux, alors qu'ils ne sont pas prédestinés à ça, en quelque sorte. Et en étant confrontés à des méthodologies, à des systèmes techniques, des logiciels, par exemple, auxquels ils n'étaient pas accoutumés auparavant. Alors, la doctorante, en l'occurrence, regardait un système d'action en construction et les conditions dans lesquelles les médecins s'arrangent de la situation de coopération obligée dans laquelle ils sont, ou ont du mal à s'en arranger. Parfois, elle constate des échecs, des retraits assez nombreux, d'ailleurs, de médecins qui renoncent ou qui sont toujours là, mais qui ne s'investissent pas dans la maison de santé. Alors, c'est ce jeu complexe entre les acteurs qui est décrite par la thèse, qui a été soutenue récemment et que j'ai trouvé pour ma part extrêmement intéressant. Ici, j'en arrive à mon point final. En commençant par présenter un développé de l'activité scientifique de Crozier, mais je ne vais pas m'y arrêter, et simplement pour introduire à la dernière série de remarques que je vais faire, oui, j'ai mis sur le côté gauche de ce slide, j'ai mentionné l'essentiel, ce n'est pas tout à fait exhaustif, loin de là, mais les ouvrages scientifiques publiés par Crozier ou dirigés par Crozier
les ouvrages scientifiques, je dis bien. Ce qui est en bas, ce sont les mémoires qu'il a publiées en fin de carrière, c'est à part, je laisse ça de côté. Et puis à droite, vous avez les ouvrages destinés au débat public. C'est une des particularités de la carrière de Crozier, sur lequel il serait très embarrassant de ne rien dire du tout. Une des particularités de la carrière de Crozier, c'est qu'il s'est beaucoup investi dans des ouvrages destinés au grand public, en tout cas au débat public, et qu'il n'a considéré pas lui-même comme, à proprement parler, comme des ouvrages scientifiques. C'était à partir de son capital scientifique, il a été un acteur politique finalement. Il a prétendu, il a eu l'ambition, il a été abondamment reconnu pour cela, hein, l'ambition d'être un acteur dans le champ politique, dans le champ social et politique, qui, au bénéfice de la compétence qu'il avait acquis dans ses recherches scientifiques, avait des choses à dire et s'est engagé dans le débat public, et notamment, il faut bien le dire, pour critiquer les abus de la bureaucratie et pour suggérer des méthodes pour sortir des méfaits d'une bureaucratie qui condamnerait les individus à la passivité. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas si simple que ça, d'ailleurs. Alors, d'où les ouvrages qui sont souvent connus du grand public, que certains d'entre vous connaissent certainement, parce qu'ils ont eu un grand succès. Les plus connus sont ceux que j'ai fait figurer en bleu, je crois. Hein. La société est bloquée. Le plus connu, c'est celui-là. Hein. Mais aussi, on ne change pas la société par décret. Et puis, sur le État moderne, État modeste, je me suis trompé. J'ai mis moderne, il faut écrire moderne, modeste, excusez-moi, je me suis trompé dans l'intitulé. La crise de l'intelligence est un peu moins connue, c'est un ouvrage plus tardif. Mais la société bloquée, c'est une étude de Crozier destinée au débat public, consiste à dire oui, nous sommes victimes collectivement de la passivité, d'une passivité collective liée au fait qu'on estime qu'on doit subir les règles et qu'on n'est pas acteur des règles. Et alors, dans cet ouvrage, Crozier décrit le cercle vicieux dans lequel on s'enferme tous les acteurs de la société, quel que soit le rôle qu'on a dans la société, les cercles vicieux qui fait que les individus s'enferment dans une société qui se trouve bloquée. Et puis, alors, Crozier a beaucoup usé, à la limite presque, j'allais dire abusé, mais c'est trop rapide, de ce terme, parce que finalement, c'est ça qu'il a, c'est le thème qu'il a développé dans ses ouvrages destinés au débat public, c'était des thèses qui reviennent sur la critique du régime de la bureaucratie, au sens où on entend le sens commun, finalement. Alors, c'est un paradoxe, c'est le paradoxe sur le final sur lequel je voulais finir. C'est une chose bizarre, qui fait que les scientifiques sont un peu perplexes. Je le suis moi-même à certains égards, mais beaucoup des collègues qui ont collaboré avec Crozier sont perplexes sur une partie du phénomène bureaucratique et sur la descendance que cette partie du livre, la partie 4 du livre, 100 pages, qui termine donc ce gros livre du phénomène bureaucratique qui date des années 60, je le rappelle. Je l'ai laissé de côté jusqu'à maintenant, mais la partie 4 du livre a pour titre « Le phénomène bureaucratique comme phénomène culturel français ». Là, on a une perspective dont je n'ai rien dit jusqu'alors. Crozier a beaucoup considéré, y compris lorsqu'il s'est retourné vers la chose publique et vers le public qui était susceptible de l'écouter et de recevoir ses thèses. Crozier a développé cet aspect particulier de ses propositions que je n'ai pas développé auparavant et qui, à mon avis, est marginal à certains égards, mais qui a beaucoup compté dans le personnage public, celle dans laquelle il dit le phénomène bureaucratique, c'est un phénomène dans lequel la France est particulièrement enfermée. C'est un phénomène culturel. On en arrive à une liste culturaliste qui n'est pas du tout énoncée dans l'essentiel des thèses, dans la ligne stratégique évoquée antérieurement, etc. Et c'est une bizarrerie de Crozier, le fait qu'il se soit adonné à décrire finalement, d'abord, à développer dans son livre, dans le phénomène bureaucratique, une partie sur le thème de qu'est-ce qu'il y a de particulier à la France dans cette affaire-là, hein, comment définir un mal français à partir de ce thème de la bureaucratie, hein. Crozier a fait ça, et d'une certaine manière, c'est comme si le succès public qu'a reçu cette partie de son œuvre l'avait dépassé. À certains, je pense, par exemple, je ne suis pas le seul à penser, je crois que beaucoup de collègues le disent à peu près comme ça, à certains égards, Crozier a été victime de son succès. Parce que ce qui a été perçu dans le grand public,
C'est cet aspect de sa thèse, assez particulier, assez périphérique et assez contestable finalement, selon lequel le phénomène bureaucratique, ce n'est pas le phénomène qui est en référence aux logiques d'action fondamentales des critériums, mais c'est un phénomène qui serait propre à la France, qu'on pourrait décrire dans sa configuration propre à la culture française, en quelque sorte. Le mal français, ça renvoie à une société où on évite les relations de face à face. Sous-entendu, ailleurs, on fait mieux. Aux États-Unis, on assume le face-à-face, ce qui est intéressant, mais ce qui est une thèse un peu différente, décalée par rapport à ce que j'évoquais auparavant. Cela renvoie à l'histoire, l'Ancien Régime, les rigidités du système éducatif, la répugnance des syndicats à négocier. En France, plus que dans d'autres pays, et c'est vrai que les comparaisons sont très intéressantes, mais elles sont décalées par rapport à la thèse qui précède. Crozier a fait largement argument de cette affaire-là dans ses publications grand public pour souligner des arguments comme ceux qui apparaissent dans le bas de ce slide. Il faut débarrasser la société française de ses rigidités bureaucratiques. Le pays doit adopter des comportements différents qui consistent à ne pas compter sur les règles, mais à compter sur une société qui prend des initiatives, en quelque sorte, avec des acteurs à la base qui prennent l'initiative, qui prennent des libertés par rapport aux règles. Sous-entendu, en France, on ne sait pas le faire par rapport à l'histoire, par rapport à la culture. La société bloquée, on voit intuitivement la direction dans laquelle s'oriente ce travail qui est assez débloqué, qui, vous le voyez, j'ai fait référence à ça, mais je passe, qui est un livre qui est arrivé après 68, juste après 68, et ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, un chapitre ou deux de la société bloquée concerne les événements de 68, un décryptage que Crozier fait des événements de 68 au travers de l'incapacité à régler de façon très pacifiquement, en quelque sorte, et par la négociation, le contentieux qui s'est développé, si j'ose dire, à l'occasion des événements de mai 68. Alors, mon dernier slide, c'est celui où je voulais voir ce que ça a donné à propos, cette ouverture vers le grand public, à propos de la réflexion sur l'entreprise. Finalement, la réflexion que les analyses et les thèses qu'a développé Crozier à propos de la société bloquée et du problème français des rigidités bureaucratiques, c'est une thèse qu'il a aussi développée à propos des grandes entreprises, à l'occasion d'une belle étude qui a été faite dans les années 80 avec beaucoup d'étudiants du cycle de Sciences Po et des chercheurs, mais dans laquelle Crozier a eu tendance à nouveau à utiliser cette veine de ses travaux qui est discutable et qui est en marge de l'essentiel de ses recherches antérieures, en quelque sorte fondamentales, des recherches scientifiques à en parler. Les grands thèmes qu'on trouve dans son livre « L'entreprise à l'écoute », c'est un ouvrage qui est destiné, cet ouvrage, il a la particularité d'être destiné aux cadres, à un public de cadres, et les thèses essentielles, les grands thèmes sont ceux qui apparaissent ici. La bureaucratie ronge aussi la grande entreprise, ce n'est pas le propre des administrations ou du système scolaire, etc. La grande entreprise est aussi victime en France du mal français, en quelque sorte. Hein. Alors, on retrouve là le thème de l'entreprise à l'écoute. Nos élites croient tout savoir. Là, une critique véhémente est faite à l'égard des directions d'entreprise et des cadres de haut niveau. Nos élites, les élites des entreprises, elles croient tout savoir. Les dirigeants sont entraînés à ne pas écouter. Et vous voyez apparaître le thème de l'entreprise à l'écoute. Une entreprise qui devient intelligente, c'est une entreprise qui doit être à l'écoute. Et au lieu alors que la norme pour les dirigeants, c'est de ne pas écouter. Dans la culture française, nous suggère Crozier, je vais un peu vite, mais c'est quand même ça qu'il énonce. Les managers doivent écouter la réalité humaine, doivent se mettre à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, et notamment de ce qui se passe à la base, en quelque sorte. L'innovation, c'est d'apprendre à traiter les problèmes, sous-entendu, la tendance des technocrates, y compris dans les entreprises, ou des bureaucrates, même de haut rang dans les entreprises, ce n'est pas de traiter les problèmes, c'est d'avoir des solutions toutes faites, en quelque sorte, face à des problèmes qu'on n'a pas bien analysés. Et l'ambition de Crozier, et là, on ne peut que le suivre, et c'est cohérent avec sa démarche scientifique, c'est dire le problème, ce n'est pas d'avoir des solutions toutes faites, c'est d'apprendre à regarder ce qui se passe. Et là, on retrouve l'observateur, l'analyste, en quelque sorte, de terrain, en quelque sorte, ce qui est tout à fait fondamental. Le progrès viendra des expériences innovantes, et là, il suggère que le progrès vient plutôt de la base, en quelque sorte, plutôt des marges du système. Alors là, par exemple, d'expériences
dont il donne des exemples. Plusieurs chapitres sont consacrés à des études qu'il a faites avec des doctorants, avec des chercheurs ou des étudiants de Sciences Po, et qui l'amènent à voir des expériences atypiques, émergentes en quelque sorte, qui permettent de découvrir des biais par lesquels l'entreprise peut se mettre à l'écoute des réalités en quelque sorte. Alors, les expériences qu'il décrit dans les années 80, c'est des expériences de management horizontal, au lieu de la hiérarchie brutale qui est la norme habituelle, nous dit-il. C'est la direction partie par les objectifs qui s'est beaucoup développée dans le management à cette époque, qui a été reprise par beaucoup d'autres. Les cercles d'égalité, qui étaient une innovation des années 70-80 aussi, des années 80, pardon, puisque les cercles ont eu aussi une descendance dans la législation française des années 80 à propos du droit d'expression, n'est-ce pas? C'est ça, par ces biais-là, nous suggère Crozier, qu'on peut imaginer une entreprise à l'écoute, des managers, des dirigeants à l'écoute du monde qui est en action à tous les niveaux de l'organisation. Encore une fois, ce registre un peu décalé, on peut discuter des conditions dans lesquelles les thèses de Crozier sont des thèses universelles, en quelque sorte. À certains égards, je pense qu'elles sont universelles. Et dans quelle mesure c'est pertinent de mettre l'accent sur le mal français. Aujourd'hui, la sensibilité de mes collègues au CSO de dire cette affaire du mal français, c'est pas ce qu'il y a de plus fondamental chez Crozier. Il en a beaucoup usé dans son autorité publique, en quelque sorte, et dans la réputation qui s'est construite avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Elle a beaucoup abusé de cela, mais pour les scientifiques, c'est un peu marginal, en quelque sorte. Néanmoins, il faut savoir que ça existe et que c'est très important dans la production de Crozier. Vous avez vu tous les livres que j'ai mis sur la droite à propos des ouvrages destinés au grand public, en quelque sorte. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez été très tolérant de me laisser parler aussi longtemps. Oui, écoutez, non, mais nous avons été, j'ai été particulièrement impressionné par à la fois la multiplicité de vos apports et la grande richesse et pertinence de vos analyses qui nous permettent effectivement de comprendre à la fois l'approche scientifique de Michel Crozier et probablement des approches plus médiatiques et qui ont peut-être à certains moments nui à sa pensée et nui à la reconnaissance académique de ses connaissances. En tout cas, je voulais vraiment vous féliciter et j'invite peut-être quelques participants à vous poser quelques questions s'ils le souhaitent directement. En m'excusant vraiment d'avoir abusé de mon temps de parole. Non, mais... Donc, il y a Hélène qui vous dit merci pour cette présentation très claire. Voilà, qui vous remercie de votre intervention. Alors, je ne vois pas nos participants. Si certains souhaitent, ils peuvent éventuellement prendre le micro. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très clair et très intéressant. Juste un mot peut-être sur l'héritage de Michel Crozier, même si vous l'avez un petit peu évoqué avec ce dernier slide. L'héritage, vous voulez dire? Parce qu'effectivement, Est-ce que vous voulez préciser un petit peu? Parce que oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les exemples que vous avez évoqués donc, sont des exemples des années 50-60, évidemment. Donc là, on voit qu'il y a eu une remise au goût du jour en 89 sur ce dernier ouvrage. Et la suite? La suite, si vous laissez... peut-être, en effet, je n'ai pas pu tout faire. Non, bien sûr. Déjà beaucoup trop fait. Mais l'héritage, j'ai indiqué deux choses. J'ai indiqué deux pistes. J'ai dit en dehors des ouvrages, la production scientifique et des ouvrages destinés vers le public non scientifique, en quelque sorte. J'ai dit que l'héritage pouvait être caractérisé de deux manières. Il y a l'héritage en forme de formation, des pratiques de formation, une méthodologie de formation appliquée à la dynamique des organisations. Alors, j'ai voulu évoquer ce point-là, je suis passé beaucoup trop vite, mais ça a été considérable. Ce qu'on pourrait dire, j'ai dit moi-même que ça avait été très important. Il faut voir, dans les grandes entreprises aujourd'hui, si on parle de Crozier, enfin, les générations commencent à passer, parce que le temps passe en effet. Mais Crozier est encore très connu. Mais il a été, dans la génération des seniors d'aujourd'hui, Crozier est très souvent connu
pour avoir été utilisé dans ces sessions de formation professionnelle, de sciences sociales en tout cas. Donc, il y a une descendance en termes de formation professionnelle qui a coïncidé avec le développement de la formation continue des cadres notamment, et c'est quelque chose qui a beaucoup été d'une très grande importance. J'ai signalé moi-même que c'était sans doute un peu passé, que j'ai dit de façon un peu rapide que la mode de l'analyse stratégique, selon Crozier, était un peu passée. Et aujourd'hui, il y a une concurrence dans le champ de la formation qui fait aussi des nouveaux champs dans les sciences sociales qui font que les méthodologies croziériennes est un tout petit peu en retrait ou assez largement en retrait. Et de ce point de vue-là, ce qui est encore d'actualité, me semble-t-il, enfin, la postérité de Crozier, c'est ce qui se fait. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, pardonnez-moi, mais au sein du CSO, c'est ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer en disant il y aurait trop de choses à dire, et j'ai été maladroit de ne pas savoir expliquer ça en quelques mots. Mais ce qui se joue dans une équipe comme le CSO, dans une équipe qui a plus de 50 ans d'âge maintenant, le capital de recherche, qui est très difficile de résumer en quelques mots, est quelque chose de tout à fait fondamental. Je peux vous dire que c'est un laboratoire encore très vivant. Il attire encore des dizaines de doctorants en permanence, en quelque sorte, qui sont abrités dans le laboratoire, accueillis physiquement dans l'équipe, en quelque sorte. Et alors là, il y a des champs de recherche d'une grande diversité, mais qui en même temps concernent une très grande cohérence autour de cette idée, non pas de la bureaucratie, mais de la sociologie de l'action, d'une sociologie dans laquelle on fait des études de terrain, des observations de terrain, avec une pratique de base qui est celle de l'interview, des interviews pratiquées systématiquement dans les champs où on développe des enquêtes, et qui consiste finalement à comprendre la logique de la confrontation des acteurs dans les organisations, notamment dans les circonstances de crise ou de changement. Alors là, une grande diversité de sujets sont toujours pratiqués par le CSO, selon l'inspiration croziérienne, dans la mesure où il s'agit toujours, dans beaucoup de champs différents de recherche, d'en revenir au comportement des acteurs et aux conditions dans lesquelles se coordonnent, se confrontent les acteurs pour construire finalement des collectifs organisés cohérents en quelque sorte. J'aurais voulu développer davantage l'exemple des cabinets, des maisons de santé. Et beaucoup d'exemples auraient été intéressants à prendre. C'était un exemple parmi beaucoup d'autres. Merci beaucoup en tout cas. Deux champs, formation d'un côté et d'une très grande actualité, le fait qu'on a toujours un laboratoire très vivant et qui développe, qui compte dans le monde des sciences sociales en quelque sorte. Merci. Je ne sais pas si c'était la dernière question ou si ce soir d'autres participants souhaitaient vous faire part de leurs remerciements. Il y a un participant qui vous remercie, monsieur le professeur. Il a dû malheureusement nous quitter. Voilà, il tenait à vous le dire. Je vous remercie aussi pour cette présentation très claire et très riche. Je me posais la question suivante. Quel était le rapport de Michel Crozier, peut-être évolutif, avec les syndicats et les instances de représentation du personnel, comme acteur aussi du système? Je ne sais pas, c'est intéressant comme question, c'est pas facile de répondre. Je me doute, oui. Du point de vue des pratiques de recherche, j'ai insisté dès le départ sur le fait que les grandes recherches précoces, y compris de Crozier, s'étaient faites dans un souci de consensuel. Les grandes enquêtes de Crozier exigeaient que tous les partenaires, quand il s'agit d'entreprises, ou même de structures ministérielles, etc., tous les partenaires soient concernés et impliqués dans l'activité de recherche. C'est ainsi que les principes de base, par exemple, dans des études qui sont relatées dans le phénomène bureaucratique, sont des principes qui supposent l'accord des dirigeants, mais aussi des organisations les plus représentatives. Là, il y a une espèce de principe de base qui fait qui a été respecté, qui fait partie d'une espèce de déontologie croziérienne. Alors, ça serait une autre chose de savoir comment Crozier a communiqué quant à ses thèses sur le fond.
avec les différents partenaires, et notamment les organisations syndicales en l'occurrence. Une chose est de savoir et d'évoquer la déontologie de Crozier et celle du CSO aujourd'hui dans les recherches qui sont faites pour dire la déontologie de base, c'est d'avoir l'accord des parties qui comptent dans les organisations étudiées. Une autre chose est de se trouver en phase sur le fond. Alors là, intellectuellement, en quelque sorte, là, j'ai pu dire que c'est une autre affaire. Si on laisse de côté la déontologie qui n'a jamais été mise en cause, il est vrai qu'il y a eu une tendance de Crozier à évoluer vers un point de vue, notamment dans ses interventions, dans ses ouvrages destinés au grand public, un point de vue qui est plutôt un point de vue libéral. Crozier n'est pas du tout Bourdieu, il n'est pas Touraine non plus, qui sont restés plus proches des mouvements sociaux, en quelque sorte. Crozier est devenu plutôt un libéral attaché à coopérer avec les dirigeants, des dirigeants d'entreprise, etc. Mais voilà, il y a eu une dérive libérale, si on pourrait dire comme ça, je vais un peu vite en disant ça de cette manière-là, de Crozier, qui est indiscutable, qui a marqué, y compris ses ouvrages grand public, en quelque sorte. Mais ça n'a jamais été au détriment de positions de principe, qui est que dans la recherche, on respecte tous les partenaires, et c'est ce qui s'est passé après les organisations syndicales représentatives. Merci. Merci beaucoup. Une autre, et on va, je crois, devoir arrêter, monsieur le professeur, Nadine, qui vous dit merci beaucoup pour votre présentation prodigieusement intéressante. Navré, mais je dois vous quitter et je voulais vous remercier sincèrement et chaleureusement de votre conférence exceptionnelle. Nous aurons plaisir, monsieur le professeur, à vous accueillir après la crise sanitaire, peut-être pour un autre moment, autour d'un autre auteur ou d'une autre problématique. Je voulais vous dire que la prochaine intervention traitera justement d'Alain Touraine, avec un intitulé de vos collègues, l'intervention sociologique. Nous aurons le plaisir d'accueillir des universitaires du centre Émile Durkheim de Bordeaux, qui est aussi agréé CNRS. Alors, soit Sandrine Ruy, maître de conférence, ou Olivier Cousin, puisqu'ils se sont mis à deux, mais il n'y en a qu'un qui viendra. Cela se déroulera le jeudi 8 avril de 19h30 à 21h. Vous êtes naturellement le bienvenu. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une très très belle soirée et à vous dire à bientôt au sein de l'espace André Chédid. Bonne soirée. Moi, je vous remercie chaleureusement pour votre accueil et les conditions dans lesquelles vous avez bien voulu m'écouter aussi longuement. Merci. Merci à tous de votre accueil et merci, monsieur, de l'accueil que vous m'avez fait personnellement. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.